Bonjour. Quel rapport y a-t-il entre cet animal et la vie de milliers d'enfants en situation de handicap et de besoins spécifiques? Cela fait 10 ans que je travaille dans le secteur spécialisé avec des enfants de 7 à 23 ans en situation de handicap intellectuel, de déficience du psychisme qui relève plus de la psychiatrie, et des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Il y a 4 ans, je reçois un coup de téléphone. Je travaillais à l'époque dans un appartement thérapeutique et on m'appelle et on me dit Abder, écoute, je connais un père de famille qui a 2 enfants en situation de handicap et qui souhaiterait faire intégrer ses enfants dans un appartement thérapeutique. Tu y travailles, est-ce que tu pourrais lui donner des infos? Je lui dis, il n'y a pas de souci. Je transmets mon adresse mail. Ce monsieur m'appelle, monsieur Brogier. Et de cette rencontre va naître le programme dont je vais vous parler actuellement. Je me rends au domicile de monsieur Brogier. Je m'installe. Il me présente ses 2 garçons, Jérémy, 23 ans, Nolan, 26 ans, et puis on commence à discuter de l'appartement thérapeutique. 5 minutes après, on commence à discuter, et puis Nolan vient voir et lui dit « Papa, tu préfères les frites ou les pommes de terre ?» Donc son papa lui répond, il repart 2 minutes après, il revient. « Papa, tu préfères les tomates ou les cerises ?» Il s'en va et revient 2 minutes après. « Papa, tu préfères les bananes ou les poireaux ?» Et puis ça continue, toutes les 2, 3, 4 minutes. À ce moment-là, je dis à M. Brogier, mais je regarde, il avait mis, son fils en fait aimait les maquettes. Et je lui dis, mais votre enfant, du coup, il passe parfois, il se rend un peu sur l'extérieur. Il me dit, non, il a quelques phobies en fait dans les transports en commun parce que je sais qu'il y a un lieu où ils font des maquettes. Il aurait pu s'y rendre, malheureusement, il ne s'y rend pas. Et donc là, j'étais pas très bien parce que je me suis rendu compte en fait dans cette famille que ces 2 garçons adultes en situation de handicap vivaient en permanence au domicile. Que M. Brogier, qui était enseignant, qui avait perdu la vue à 30 ans, qui était enseignant à l'école Victor Duruy, enseignant pour les enfants, pareil, aveugles, en fait, il leur apprenait le braille, a dû arrêter de travailler pour s'occuper de ces 2 garçons. Donc à ce moment-là, quand je sors de cet entretien-là, je ne suis pas très bien. Je me dis, c'est quand même cette situation-là d'une famille. En fait, je travaillais avec les enfants, mais rarement je voyais l'envers du décor. Et l'envers du décor, en fait, c'est ce qui se passe en fait, pour des milliers de personnes en France. C'est-à-dire qu'énormément de personnes en situation de handicap mental, psychique, intellectuel sont à leur domicile, isolées. Vous avez vécu une situation d'isolement pendant le Covid, parfois 1 mois, sans vous rendre sur l'extérieur. Tout le monde a parlé de détresse psychologique. Eh bien, c'est ce que vivent énormément de familles et d'enfants, d'adultes en situation de handicap. À partir de ce moment-là, je me suis posé une question, et je me suis dit, comment se fait-il que des enfants qui soient passés en structure spécialisée ne puissent pas se déplacer par leurs propres moyens? C'est la première réflexion qui est arrivée. Car dans ces 2 garçons, il y avait Jérémy qui, lui, en fait, avait des phobies pour se rendre sur l'extérieur et un autre des problèmes d'orientation. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais il faut absolument en fait, qu'on se remette en question, nous, dans les structures spécialisées. Et donc, de cette rencontre a débuté une réflexion sur un programme de mobilité inclusive, spécialisée, orienté en direction des personnes à besoins spécifiques. Je me souviens de mon premier appel, ça a été le syndicat mixte des transports en commun. Parce que je me suis dit, on va commencer dans nos établissements et on va commencer à leur apprendre à faire un petit peu de vélo. Puis cyclable, ils pourront se rendre où ils le souhaitent. J'appelle le syndicat mixte des transports en commun, je leur dis, vous avez des vélos à la location, écoutez, nous on a peu de moyens, si vous pouvez en donner quelques-uns, ça nous arrangerait. On fait une convention, partenariat, on a une dizaine de vélos, et c'est comme ça que l'aventure commence. À cette époque, j'avais un lien régulier avec la personne qui était en charge des usagers au niveau du syndicat mixte des transports en commun, et dans l'échange, il me dit, mais tu sais, Abder, on a beaucoup travaillé sur le handicap physique, les tramways qui arrivent en fait, au niveau des trottoirs, les sols en fait, qui sont parfaitement plats pour pouvoir se déplacer en chaise roulante, les endroits qui sont réservés aux personnes en situation de handicap. Mais il me dit, pour le handicap mental, psychique, on n'a rien.
est-ce que tu souhaiterais mettre en place des préconisations que tu présenterais au conseil d'administration pour pouvoir essayer de trouver des solutions et qu'on construise ensemble des solutions pour améliorer l'accessibilité des transports? À ce moment-là, j'en réfère à mon directeur, il me dit « Ok, tu peux y aller ». Et là, va naître une réflexion collective avec tous mes collègues. On a commencé à discuter qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Fin 2019, je viens en fait au conseil d'administration et je leur présente des préconisations. Dans ces préconisations, il y avait une dizaine de préconisations censées améliorer l'accessibilité des transports. Je vais vous en présenter uniquement 2 sur les transports en commun, qui sont la signalétique adaptée et le pass que j'ai ici. Donc du coup, le plan que vous voyez ici, c'est ce qui a émergé en fait de 2 ans en fait de travail. Donc tous ces logos animaliers nous servent, nous, à pouvoir accompagner les enfants de manière précoce, dès le plus jeune âge. On a énormément d'enfants dans nos structures qui sont non-verbaux, qui n'ont pas l'usage de la parole, qui sont non-lecteurs. Tous les troubles qu'ils peuvent avoir en fait, génèrent souvent en fait, soit une lecture tardive, soit une lecture qui n'arrivera jamais. Et du coup, dans la signalétique qu'on a pu travailler avec le syndicat Mise et Transports en commun, est rapidement arrivée la question des logos, parce que c'est avec celle-ci qu'on travaille sur les pôles, ce qu'on appelle les pôles TSA, les pôles spécifiques, parce que c'est ce qu'on appelle les méthodes cognitivo-comportementales et la communication visualisée. Donc avec ces logos, il faut vous imaginer en fait qu'on a exactement le même plan pour un enfant. Il y a sa photo au-dessus du plan et on appelle ça en fait le plan des intérêts de l'enfant. Donc admettons le jeune Adam au niveau en fait du flamant rose, eh ben, c'est la piscine. Donc là en fait sur ce plan, je vais faire figurer la piscine. Au niveau du hibou à 1er mai, c'est sa maison. Et en fait, on va avoir un plan avec tous ces centres d'intérêt. Et l'enfant va constituer ce qu'on appelle un séquentiel d'action. Et c'est avec ce séquentiel d'action-là qu'il va pouvoir à nouveau être autonome dans les transports. Donc ce séquentiel, il est là. Et c'est cette méthodologie de travail en fait, qu'on emploie avec les enfants. On va prendre le tramway. On va aller en direction de la fourmi. Parce que du coup, le sens de circulation est extrêmement important. Les enfants ne savaient pas de quel côté ils devaient se situer. Quand je leur dis on va aller à tel endroit, ils me disent oui, mais je me mets sur quel arrêt, celui-ci ou celui-ci? Désormais, je peux lui dire en fait on va en direction de la fourmi ou on va en direction de l'éléphant, de l'animal le plus petit et l'animal le plus grand. L'endroit où on va prendre le tramway. Et ensuite, il doit badger, passer son badge sur l'appareil. On descendra à l'hippocampe. Et ici, par exemple, et c'est un vrai séquentiel, ça c'est le séquentiel du jeune Adam, il adore donner à manger, en fait, ce qu'on appelle le renforçateur à des pigeons, et donc du coup, au Jardin-Lecoq, à Clermont-Ferrand, il donne à manger, ça lui permet de travailler de manière régulière les transports. Plus le handicap cognitif est important, et plus le séquentiel est détaillé. Si c'est juste un souci de lecture, et qu'il n'y a pas de problème cognitif, on s'arrêtera uniquement à un seul logo. Tu dois te rendre à tel endroit et tu descendras ici. C'est tout. Donc, pour nous, concrètement, c'est une révolution. Ça veut dire que des enfants, qu'on ne pouvait pas accompagner dans les transports, désormais, on peut le faire de manière précoce. Et c'est l'une des clés de la réussite de la mobilité inclusive. Commencer le plus tôt possible. Pourquoi on commence le plus tôt possible? Parce qu'à partir de là, ils sont confrontés au transport en commun de manière précoce. On repère les problématiques de manière précoce. Et on va les traiter de manière pluridisciplinaire, parce qu'elles sont complexes, ces problématiques. Il faut s'imaginer en fait, qu'on a pris la mobilité et qu'on l'a décomposée, avec toutes ses composantes, pédagogiques, motrices, psychologiques, éducatives, sur les savoir-être, et avec le plateau pluridisciplinaire de tous les professionnels qui composent les structures spécialisées, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire, si c'est un problème psychologique et une phobie, on va en parler en réunion avec la psychologue. On va dire comment on fait, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution. Mais on aura beaucoup plus le temps de trouver des solutions si je commence avec un enfant lorsqu'il a 6 ans, 7 ans. Je vais avoir encore 10 ans pour trouver des solutions. Et à chaque sortie, il va apprendre quelque chose. Et donc là où on se disait non, tel enfant ne pourra pas le faire, eh ben on dit non, il va pouvoir le faire. On va juste s'adapter, commencer tôt. Vous voyez en fait que les clés de la réussite, on a dit précocité, mais on a dit haute fréquence. Un des deuxièmes outils qu'on a préconisé à l'autorité organisatrice des mobilités, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le pass mobilité pédagogique. C'est quoi ce pass? Je vais vous dire tout simplement le terrain, comment ça se passe. Quand je pars avec 5 jeunes,
ou 4 jeunes, plus moi. Je dépense 5 tickets. Étant donné qu'ils mettent le temps, et que je vais prendre beaucoup de temps à leur faire comprendre certaines choses, on va largement dépasser les 1h10 du ticket. Le retour, 5 tickets. 15 € le carnet de 10 tickets. Donc ce que font les professionnels habituels dans les structures, ils disent, bon, lundi je l'ai pris, sur le budget institutionnel, on va arrêter la casse. Ça veut dire que des enfants qui nécessiteraient de travailler à haute fréquence ne peuvent pas le faire pour des questions budgétaires. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de les emmener à un endroit, c'est de leur apprendre à aller à cet endroit. Et il faut absolument créer cet outil pour le généraliser à l'ensemble du secteur spécialisé si vous voulez mener une vraie politique inclusive. Et non pas faire des comptes d'apothicaire, car il ne faut pas oublier qu'en fait, on dépense des millions d'euros pour les transports spécialisés. Ce sont des taxis quotidiens qui amènent les enfants, et à chaque fois, c'est aux frais du contribuable. Là, on dit qu'il faut agir en prévention. Mettez les moyens en amont pour ne pas les mettre par la suite et accompagner des enfants qui sont inadaptés dans les transports. Ces deux outils sont extrêmement importants. On est encore sur une phase expérimentale et j'espère de tout cœur que sur les plans nationaux, on verra apparaître des passes mobilité pédagogique pour toutes les structures spécialisées pour pouvoir travailler de manière précoce. Pourquoi mettre l'accent sur la mobilité ? J'ai porté beaucoup de projets à caractère inclusif, mais la mobilité conditionne l'accès à tous les autres droits. L'accès à l'emploi, à la santé, à la culture, à la vie affective, tous ces droits sont conditionnés par la mobilité. Et donc ce projet, si on l'a appelé mobilité inclusive spécialisée, c'est que grâce à la mobilité, nous allons remettre les personnes en situation de handicap, les personnes à besoins spécifiques, au cœur de la société, là où ils doivent se trouver, car c'est un droit. À l'échelle nationale, ce sont des centaines de millions d'euros qui sont dépensés pour le transport spécialisé. Si on met en place ce type de programme, ça veut dire qu'on va faire baisser ce coût. Je souhaite réellement faire en sorte de toucher les décideurs politiques pour qu'ils comprennent qu'il faut mener une politique de prévention et non pas d'accompagnement à l'inadaptation. Agissons avant. Équipons les classes maternelles avec des draisiennes, équipons les établissements avec des vélos électriques, équipons les établissements avec des voitures électriques. Faisons en sorte de leur faire émerger les compétences de manière précoce pour ne pas plus tard devoir les accompagner pour aller faire les courses. Car ils ne demandent tous qu'une seule chose, l'indépendance. La première fois que vous vous êtes installé dans votre voiture ou la première fois que vous avez fait un trajet, imaginez-vous ce que ça vous a produit. Moi, je peux vous le dire, j'ai que des jeunes qui ont la banane. La première fois qu'ils s'installent dans la voiture. Merci. Merci beaucoup, merci à vous.